Et donc, nous accueillons maintenant notre invité surprise en la personne de Claude Guéant, l'auteur de Pax Elfica, qui nous fait le plaisir de venir débriefer avec nous de cette, je donne mon avis, somptueuse campagne. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, et puis merci pour l'invitation, et puis bravo pour d'être allé jusqu'au bout. Tout à fait. Alors, en petit mot d'introduction, je dois dire que, pour ma part, si j'ai choisi à l'origine de faire jeu Pax Elfica, c'est parce que j'en avais entendu du bien, du coup je l'ai acheté. Et en fait, le bouquin m'est tombé dans les mains, tellement je l'ai trouvé très bien construit et avec une des propositions qui était très poussée, j'ai trouvé. Une sorte de bac à sable qui n'en finissait pas. Et voilà, et c'est pour ça que je l'ai proposé à Time to Roll. Et nous avons ainsi réuni une fine équipe. Et je vais laisser en quelques mots chacun présenter, vraiment très brièvement, qui il incarne dans cette campagne à Claude. On commence dans l'ordre habituel ? D'accord, donc moi j'ai joué Rick, la druidesse, très maternante, très à l'écoute de ses amis et avec ses petites crises de colère de temps en temps. Et moi c'est Kylian, salut Claude. Moi j'ai joué Rob, la statue qui est, je crois, c'est Rosa, je crois, dans les pré-tirés. Ouais, c'est ça. Et voilà, et on l'a renommé en Rob, et donc un faux magicien qui est en vrai un enchanteur à la fin et qui est très sympathique et d'humeur constante, surtout. Ce qui est évidemment faux, mais nos viewers le savent bien. Ouais. Alors, je ne veux pas tout à fait m'en rendre compte parce que j'ai suivi une partie de vos aventures, mais pas tout. Ça marche. Du coup, moi, je jouais Sigmund, qu'on a mis en Sig, du coup, pour féminiser. Voilà, un peu roublard, mais qui sait très bien faire sa bière derrière son petit comptoir à l'auberge de paix. Voilà, qui aime beaucoup sa famille, ses amis. Avec un petit côté qui s'ennuyait un petit peu, donc il faisait des petites choses à côté, mais bon. Et moi, Silas, eh bien, j'ai incarné Tano Rivel, le winner et géniard de service au début, qui a puisé en lui pour trouver la force, le courage et parfois même peut-être l'héroïsme qu'il espérait tant voir ailleurs. Mais en tout cas, oui, c'est pour le héros de Brenhaven, hein, c'est ça, hein. On va dire ça. Le héros bâtard. En tout cas, merci pour ce personnage. Enfin, je connais pas la conclusion, donc je ne sais pas à quel point ça s'est bien passé ou pas, mais... Alors, pour te faire un petit rapide bilan par rapport à ce que nous avons joué, et ça me permettra au passage d'en parler un peu aussi aux joueurs, qu'ils mesurent ainsi les sacrifices que nous avons dû faire pour pouvoir jouer la campagne en un an, parce que c'était une marche forcée, mais une marche que j'ai espérée la plus sympathique possible. Nous avons joué, donc Pax Elfica propose 4 arcs narratifs. Le premier, c'est la concurrence entre les deux auberges, la guerre des auberges. Le deuxième, c'est alors je vais essayer de les dire dans l'ordre même. Est-ce que je l'ai là ? Le pouvoir du dragon, non ? Tout à fait, il y a le pouvoir du dragon, il y a la promesse d'un printemps qui est la promesse la fin de la longévité, la fin de la vieillesse trop rapide des elfes, le retour à cette immortalité, et le dernier, la résistance. La résistance, tout à fait. Et nous avons, on a rapidement écourté la guerre des auberges, puisque Carmichael a été au moment de la soirée de noces de mariage entre Birgit et Tobias, Carmichael a été arrêté par rapport à ce qui se passait chez lui. Et il a été enfêté peu de temps après, ce qui a rendu l'auberge du pont non concurrentielle. Elle a été fermée par l'autorité en place. Nous avons joué la résistance
mais sans donner vraiment trop de place, malheureusement, aux actions individuelles de la résistance. Elle a fait beaucoup d'actions. C'était Sig qui en était le principal artisan, enfin l'artisane. Voilà, mais voilà. Et nous avons par contre beaucoup joué sur la promesse d'un printemps et les effrayés, même si les effrayés sont sortis plus tôt. Enfin, à la fin, les elfes ont récupéré le corps du drac. Les elfes royaux de Maenerin ont récupéré le corps du drac. Les Annulorier et Erisadan ont été vaincus dans le final, la fête de la bière. Ce qui fait que le pouvoir local elfique a été défait. Les héros de l'épée ont ainsi donné la dépouille du drac, pleine de magie, aux elfes de la Naramorienne. Et les effrayés ont été... Le roi Serre a été vaincu, ce qui a mis un coup d'arrêt aux volontés des effrayés, ce qui fait qu'ils n'ont pas apporté. Il était possible qu'ils attaquent le dernier soir, et en fait, ils n'ont pas attaqué le dernier soir. Bon, ça ressemble à Happy End de tout ça. Ça ressemble à un happy end, tout Je à pense qu'on fait. était exceptionnellement bon. Voilà, vraiment avec beaucoup d'humilité. Est-ce que vous êtes occupé des réfugiés? Oui. On s'en est bien occupé, hein. Ouais. Alors, ça a été un peu compliqué, pour être honnête. Ça a été laborieux quand même. Rilke a failli se faire lyncher. Ah oui, est-ce qu'elle est concernée au premier chef? Ouais. Bien endoctriné, mais avec la victoire finale lors de la fête de la bière. Ils se sont... Calan s'est tiré avec son butin. Donc du coup, les réfugiés ont un peu ouvert les yeux. Et on les intègre dans la ville, ils participent à la reconstruction et ils deviennent des citoyens à part entière. Et qui reprend la main, les reines de la ville? C'est Rilke. Au début, elle était encore défendant, tout timidement, puis voyant que personne n'y allait et qu'elle pourrait essayer de faire beaucoup de bien, elle a fini par se rendre à la capitale et prêter serment de vassalité au roi et utiliser ce pouvoir de druidesse pour faire des récoltes abondantes, réinstaurer les cultes à l'abbaye et le culte druidique, fonder des écoles dans les quartiers et une école supérieure dans les restes de l'auberge. Voilà. La libération par l'éducation, c'est beau. C'est pas ouais. Tout à fait. Bah, si tu es une institutrice à la tête de la ville, forcément. Si dans la fiction on peut pas y arriver, on n'y arrivera jamais. C'est pas faux. Je vais laisser chacun des joueurs et des joueuses me faire un petit retour, nous faire un petit retour de ce qu'ils ont pensé globalement de Pax Elfica. Alors évidemment de la version qu'on a jouée nous, hein, parce que on n'a pas joué by the book. Enfin, on a essayé le plus possible, mais c'était pas toujours faisable. Et puis chaque MJ apporte évidemment sa version, sa vision de l'intrigue, de l'incarnation, etc. Donc du coup, on commence par Rilke. Comment est-ce que tu perçois cette campagne telle que tu l'as jouée? Alors, j'ai adoré mon personnage. Cette femme un peu nourricière, maternelle, mais avec ses grosses prises de colère ou de désespoir. C'était un pied à roleplayer. Pas mal frustrée sur les réfugiés qui m'envoyaient bouler quasiment systématiquement. Et ça fait partie du jeu. Je me serais bien attardée plus longtemps dans l'histoire. Et comme toujours, on n'a pas envie qu'une histoire se finisse, mais le rendez-vous du mercredi était vraiment un des points forts de la semaine. Merci. Alors, Rilke est accompagné d'un petit animal. Et un de mes regrets, c'est que finalement, il n'a pas beaucoup vécu. Alors, c'est aussi ma faute, mais le petit furet Neige Oui. était là, mais
c'est un de mes défauts de maîtrise. J'oublie souvent les petits PNJ qui accompagnent les joueurs, les suivants, en fait. Et du coup, je pense qu'on avait du jeu à jouer et qu'on l'a pas joué pour... ça, c'est un de mes petits regrets. Moi, un petit peu aussi. Mais comme on était déjà 4, le temps de parole était pas bien partagé. Bon, Ness nous a un petit peu aidé au début dans la guerre des auberges. Et puis, après, dans les descentes ou les trucs vraiment très dangereux, c'était pas logique que je l'emmène avec moi. Pour la petite histoire, le premier Tano Rival a très très tôt souhaité jouer, s'emparer du personnage de la flèche et être une espèce de deuxième flèche et partir comme ça la nuit, et ce qui inquiétait beaucoup Rike, très maternel aussi certainement, mais vis-à-vis de Tano, et qui se transformait en furet pour le suivre. Et donc lui, il voyait ça comme un signe, il savait pas du tout qui était ce furet, et donc il avait décidé de s'appeler le furet, comme nom de héros masque. Ma forme de préférence pendant toute l'histoire, ça a été le lézard. Puisqu'il grimpe partout, il est discret. Il joue à Donjon et Dragon, donc le druide peut transformer en tout ce qu'il veut, c'est... Wow. Tout à fait. Moi, j'ai fait jouer d'abord en clé en main, puis en Donjon et Dragon, et alors la druide en Donjon et Dragon, elle est très différente. Quand elle commence à se transformer en calamar géant pour renverser les barques des Ifriers qui étaient en train d'essayer d'approcher, le jeu change assez vite. Peut-être que Kylian pourra nous en parler un peu, Rob, de cette version de DD5. Ouais, moi je vais te prendre un peu plus de temps, quelques minutes, peut-être 3 minutes. Le personnage, pour commencer, on les a choisis, pas vraiment au hasard, mais sur un peu nos appétences, on les a pas trop changés, et je trouve qu'ils sont très bien. Ils fonctionnent bien ensemble, il y a une bonne dynamique, et du coup, ça donne déjà un bon ton à la campagne. Moi, je souligne la cohérence énorme de l'ensemble, c'est-à-dire que sur toutes ces parties, c'est hyper cohérent. Et ça, surtout dans un univers fantastique, fantasy, la cohérence, elle peut vite partir en vrille, et là, on arrive quand même, du début à la fin, à avoir une cohérence. Alors peut-être le choix finalement de limiter la magie, d'être sur des niveaux, alors là on va parler des D5 mais pas trop, parce qu'effectivement dans des D5 on est très haut, ça. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là, c'est-à-dire qu'en fait tout est la logique, la cohérence d'ensemble de l'histoire m'a vraiment bien plu. Le côté sombre, alors il y a un petit côté dans le pitch, l'oppression elfe, ça fait 5 ans, il y a des choses qui se passent, on est maltraité. Voilà, moi je trouvais que l'idée était bien, c'est-à-dire que ça change un peu du commun. Alors pourquoi les elfes, parce qu'ils sont traditionnellement plutôt bons, etc. Et donc ça donne une interrogation, et tout de suite on va plonger dans la recherche des mystères de la situation. On sait qu'il y a quelque chose à trouver quand même, assez vite. On sait pas. Et donc ça, je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Les arcs narratifs, moi je les ai notés à l'instant, je les avais pas, mais donc l'auberge, pouvoir du dragon, c'est ça, promesse printemps et la résistance. Effectivement, on y retrouve, on s'y retrouve. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, je vous dis ce que j'ai apprécié, c'est le pouvoir du dragon. C'est-à-dire comment on s'est opposé au vieux chenu, comment on a libéré, la scène avec le drac. D'ailleurs, je crois que l'épisode, on l'a appelé Donjon et Dragon, celui où on rencontre le drac. Parce qu'on était vraiment... Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était bien le temple, etc. Il n'est pas sorti, je crois, encore. Non, en fait, là, pour les viewers, on en est juste à la fin de la saison 1, donc une 20aine d'épisodes. On a commencé la saison 2. Et là, on va arriver au drac et dans la saison 2. On affrontait le vieux chenu dans le silo. C'est ça. Et donc... Oui, j'ai fait Ah ouais, non, mais mieux Épique. Donc vraiment top de top. En termes, nous, de comment on fait la campagne, chaque campagne est différente. Donc il y a un univers qui se prête à pas mal de roleplay, mais aussi qui peut être du combat ou du tactique, parce que je pense qu'en fait on peut l'utiliser pour faire plus de tactique pour des joueurs ou joueuses qui aiment ça.
Nous, on a essayé de le faire parce que je pense que c'était le goût de tout autour de la table, de faire un peu d'opposition. Alors, c'est peut-être moi, pas nous, entre les PJ, ouais, qui a duré, voilà, qu'on se parle, plus entre les PJ qu'avec les PNJ. Parfois, on constitue, on va dire ça comme ça. Au début, la mise en place, mais ça, c'est propre certainement à notre groupe, m'a paru un chouïa compliqué. D'arriver à avoir toutes les informations. Alors peut-être parce qu'on s'est perdu, hein. C'est toujours le risque, bac à sable, il y a beaucoup d'informations, il faut arriver à faire le lien entre toutes les infos. Et à un moment donné, il y a eu un déclic, on fait un débrief, nous, à chaque fin de partie. Et puis je pense il y a eu un débrief déclic. Et là, on est rentré dans une phase où on a beaucoup avancé, dans la réussite la plus totale, hein, comme je le disais tout à l'heure. Non, je pense qu'on est passé, je pense qu'on a loupé pas mal de trucs, mais c'est comme ça. On aurait pu 2-3 fois bien faire échouer. Donc on est passé à au moins 3 moments, je pourrais citer. Vraiment à rien de... Bon, bah c'est fini les gars. En fait, vous êtes enfêtés, c'est terminé. Bon, pourquoi pas. Ça se prêtait pas forcément à un actual play. Donc, mais je pense qu'on a réussi quand même nos jets de dés. Et puis, sur le point règle, mon avis, c'est que j'aime bien des dessins quand j'ai fait des campagnes. Peut-être en clé en main, ça aurait été différent. Des dessins qui a cet avantage ou ce défaut d'être très épique, quelque part, très high fantasy. Et donc, il faut... D'ailleurs, au début, Orion, tu avais réfléchi à comment l'améliorer, l'adapter un peu à l'univers de Pax Alphica pour qu'il soit un peu plus âpre. Et voilà, c'est peut-être mon seul, entre guillemets, bémol, mais pas bémol, parce qu'après, c'est un choix de système de jeu. Hein, et peut-être en clé en main que je connais pas suffisamment, ça aurait été un peu plus difficile. En tout cas, pas difficile, mais plus réaliste. Donc une très très belle campagne avec des bons personnages et un bel univers et des belles cartes aussi. Voilà, c'est mon point. Il y a des belles cartes. Et puis votre MJ a rajouté plein de choses. J'ai vu plein d'illustrations très 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 chouettes aussi. Je sais pas dans quelle mesure tu as la possibilité de les rassembler un peu pour faire partager ça aux autres tables, parce qu'on a eu beau en prévoir beaucoup. En regardant vos actuels plays, je me suis dit que il en manquait encore finalement. Donc, il en manque toujours. Intéressant. Ah ouais, on n'a jamais assez. Oui, Donjon 5 clé en main, déjà ça a été compliqué d'écrire les deux. Se rendre compte que la différence, c'est pas qu'un système de jeu. Dans Donjons et Dragons, il y a un univers induit, notamment dans les sortilèges. Et que il y a des numéros d'équilibristes à faire qui sont pas simples. Bon, en clé en main, on a des points d'héroïsme qui font que on a une espèce de petit effet tampon. C'est-à-dire que si jamais on se retrouve face à des personnages ou des menaces très disproportionnées, on peut tenir un round et après s'enfuir. En Donjons et Dragons, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout quand on commence au niveau 1. On peut se retrouver très vite dans la rue avec les personnages principaux en face. On tient pas. Alors, les retours que j'ai des tables, c'est qu'effectivement, en 5e édition, c'est trop facile. C'est trop facile, et l'analyse que j'en fais, il y a différentes choix, mais en fait, Donjons et Dragons est conçu pour qu'il y ait 5 rencontres, quelque chose comme ça, par jour, entre deux repos. C'est ça. Mmh. Ouais. Moi, c'est pas mon problème. Je suis un bac à sable, donc cette question-là n'est pas mon problème, et je pouvais pas et suivre la fiction d'une part en clé en main, et faire une espèce de truc artificiel où il y aurait X rencontres par jour en Donjons et Dragons, ça tenait pas, donc j'ai fait le parti pris de suivre la fiction. Et ce que j'aurais dû faire, c'est certainement proposer d'autres manières de faire. Il y a des MJ qui en discutent d'ailleurs sur les canaux Discord qui vont bien, des alternatives justement sur comment éviter que les repos redonnent trop rapidement les ressources, puisque finalement vous les consommez pas assez vite. Je crois qu'aussi j'ai suivi les recos du guide du MJ, tel qu'il était publié en 2014, et qui n'était pas forcément nickel.
Entre-temps, on s'est rendu compte qu'il fallait muscler l'opposition. Bon, bah voilà. Donc oui, c'est un retour assez classique. Mais je te rassure, il y avait de l'opposition quand même. Hein. On s'est... on a eu chaud, hein. On a eu chaud, hein, 2-3 fois. Oui. À l'inverse, Mort plusieurs fois. Hein. moi, c'est la seule fois où, dans un combat, j'ai tué. Non, j'ai tué personne. Il y a 2 personnages principaux qui sont morts dans un seul combat. Ok. Ouais. Et c'était à Donjon 5. Et ils étaient niveau 4. Donc je me suis dit, non, c'est bien. C'est bien, c'est tendu. C'est tendu. Je m'attendais pas à ce qu'on me dise non, en fait, c'est trop facile. Mes joueurs n'avaient pas eu cette impression-là. Et contre Drake, ça s'était passé à ça. Il en restait un debout, et qui restait quelques points de vie, et il a réussi à vaincre le Drake, mais vraiment limite. Quoi. Donc, j'avais presque l'impression en sortant le jeu que c'était trop difficile. Il s'avère que non. Rilke, dans l'attaque sur le set de la bière par les réfugiés, n'a dû la vie sauve qu'à son pouvoir d'acharnement des Nordiques, qui l'a ramené à un point de vie, alors qu'elle est tombée pas mal en négatif, et du coup elle est remontée à un point de vie, donc elle a pu se faire un sort d'assaut, mais sinon elle y passait à ce moment-là. Moi, ce qui est important, c'est qu'il y a une tension, en fait. C'est que mais à aucun moment l'impression que tout soit trop facile. Et donc ça nécessite pas mal d'adaptation en live. Pour te répondre, et après je passerai la parole à Sig et à Tano. Sur le jeu, j'ai effectivement musclé un peu les PNJ. J'ai suivi les conseils et je trouve d'ailleurs que le Discord des 12 singes et de Paxelfica est très bien rempli et très bien là pour aider justement. Moi j'ai pris beaucoup de conseils. J'ai musclé les PNJ pour qu'ils soient qu'ils réussissent mieux. D'ailleurs, Tano en a fait les frais dès le début de la campagne avec une belle flèche bien passée qu'il a séché sur le coup. Première séance quand même. Voilà. Et puis, à des moments, effectivement, ça a été tendu. En fait, globalement, tu peux vivre tranquillement à Brenhaven tant que tu n'engages pas les conflits, que tu tombes pas, tu te fais pas découvrir. Par contre, quand tu engages le conflit, ça peut vite dégénérer en ta défaveur si t'as pas toute l'équipe autour de la table, quoi, au moment où ça se passe. Tano aussi a connu des pièges dans la boutique de Tobias. Il y a eu les marais, le marais dans lequel s'est retrouvé enseveli Sig dans la caverne du dragon. Il y a eu des moments comme ça où en fait les persos sont trouvés vite à terre ou en grave danger. Mais c'est soudain. En fait, il n'y a pas de. On vivait tranquillement jusqu'au moment où, et là, ça bascule vite. Voilà. Donc c'était une tension qui finalement se sentait, mais pas au quotidien. Il y a une ligne de crête à suivre et il faut pas rendre les choses non plus trop difficiles parce que faut pas non plus que les joueurs soient punis d'avoir pris des initiatives. Il faut à la fois qu'on ait l'impression que oui, sortir la nuit n'est pas une sinécure et que pour autant, oui, on va y arriver parce que sinon on ne fera jamais rien. Donc il y a un équilibre à trouver qui est pas toujours évident et qui peut être vite plombé par un mauvais jet. Il donne une expérience très, très mauvaise et qui induit le reste. Je donne la parole à Si, puis après je reviendrai sur la question des initiatives, enfin de prendre l'initiative. Moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, les intrigues qui a été amenée. C'est très intéressant. Il y a quand même des moments où on se sent très... on ne sait pas quoi faire. Tout nous tombe dessus et le personnage comme... le PNJ comme le joueur, on est un peu mince, bon bah voilà, avec nos petits moyens, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a toujours, après, une surprise, quelque chose qui arrive, qui vient, alors ça c'est peut-être toi, Orion, hein, du coup, bravo, pour à chaque fois avoir remis petit cliffhanger à la fin, le petit twist, le petit truc qui remet le mouvement. Donc ça c'était vraiment bien, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié jouer mon personnage aussi. Et puis toute la dynamique qu'on avait nous quatre, comme disait Kylian, à se chamailler un peu entre nous, mais c'est ça qui est bien aussi. Amener justement de la vie au personnage. Il y a vite trop de choses qui se passent.
Déjà, vous êtes des personnages qui sont censés connaître la ville. Donc, l'histoire vous fait pas trop de cadeaux par rapport à ça. Donc, il y a un guide du joueur qui, éventuellement, vous avez peut-être eu l'occasion de compulser avant ou pendant et essaye de vous mettre dedans, mais c'est sûr. C'était une histoire où j'avais vraiment envie de laisser toute liberté aux joueurs. Or, je suis un MJ très anxieux, ou dans la vie en général. Et donc, du coup, je pense que j'ai préparé beaucoup de choses pour être sûr de jamais manquer. Comme dans un repas où on prépare pour 10, alors finalement, on est 5. Et mais je l'ai laissé tel quel, parce que ça oblige à faire des choix. Et quelque part, quand les joueurs font des choix, ils disent des choses au MJ. Ils disent, c'est ça qui est important pour nous. C'est ça qu'on a envie de faire. Faire des actions comme ceci plutôt que comme cela. On préfère aller enquêter sur un tel plutôt que tel autre, etc. Donc ça permet de... Ouais, puis je pense que vu la fiction, vu l'univers en question, se sentir débordé par ce qui se passe, c'était pas incohérent. Donc c'est resté comme ça. Tano? Oui, alors déjà, merci pour ce personnage que j'ai vraiment adoré. Je me suis focalisé dessus dès que j'ai lu les prêts tirés. Vraiment, j'ai retrouvé en fait tout ce qui est important pour moi en tant que vieux joueur. Voilà, donc ça m'a permis de mettre en œuvre différentes facettes que je voulais au fur et à mesure pour la progression que je voyais à Tano Rivel. Sachant que le système, soit Donjons et Dragons, Héros et Dragons, ou même, c'est un système que je ne connais absolument pas. J'ai dû jouer à peu près 5 fois dans ma vie à D&D. C'était il y a très longtemps, et c'est un système que je ne maîtrise pas, que je maîtrise tout juste. J'ai dû le maîtriser d'ailleurs bien une session, une seule, où je me sentais à l'aise. Voilà. Après, je suis tout en train de me gaufrer avec ce que j'ai l'avantage et pas l'avantage. Bref. Ça a été ma difficulté pour cette campagne, sachant que moi, je privilégiais toujours les sessions RP, même si, comme l'a dit Kylian, nous avons eu des sessions de titillement les uns les autres. Je pense, d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, Kylian, je pense que le choix que nous avons fait de nos PJ était très judicieux, sans réellement le savoir. On était particulièrement complémentaires. Et pour revenir sur ce que vous avez dit, les grosses sessions, nous avons eu des gros problèmes. Eh bien, nous n'avons dû notre victoire qu'à notre complémentarité et aux actions des uns des autres. Ça a été vraiment gratifiant. Et ça valait bien les petits désagréments, les petits énervements de fin de session en disant voilà, ils m'ont encore énervé. Plein de petits clins d'œil qui me manqueront dans les petits résumés de la dernière fois entre Kylian et moi. Voilà, c'est devenu très sympathique sur la durée. Voilà, j'ai trouvé la campagne effectivement très intense. On avait des tonnes de choses qui nous tombaient sur la tête, comme vous l'avez dit. Là où j'ai trouvé que c'était un poil frustrant, c'est que pour moi, alors c'est peut-être mon avis à moi, pour moi cette campagne n'a pas l'envergure qu'elle pourrait avoir en présentiel. En distanciel, c'est un petit peu compliqué, on sentait bien qu'il y avait un chrono, que le temps jouait contre nous, mais à chaque fois qu'on avait des décisions à prendre, eh bien la décision était vraiment très lourde de conséquences. J'ai jamais perçu qu'on prenait une bonne décision. À chaque fois, on est obligé d'abandonner un pan de l'intrigue qui nous faisait cruellement sentir la session d'après ou les sessions plus tard. Et c'est là, pour moi, c'est là où j'ai vécu les plus grandes... alors, frustration, c'est peut-être un grand terme, mais déception, c'est pas à ce point-là, mais mon personnage et le joueur étaient vraiment peinés de ce qui se passait parce que, pour moi, c'était un échec. Mais ça nous a quand même mené à la session finale qui était particulièrement intense et épique, où nous avons dû, encore une fois, notre salut qu'à notre complémentarité et aux efforts de chacun. Je crois qu'on était rincés à la fin. J'encourage tous les viewers à la regarder jusqu'au bout.
Et voilà, en tout cas, c'était ma première campagne réellement bac à sable. Je suis un MJ old school. J'aime bien tout ce qui est pulp, tout ce qui est héroïque. Certains jeux, je suis pas trop fan de jeux d'angoisse, d'horreur, ce genre de choses. Mais il y avait un petit peu de tout. Je suis comme Kylian, je dirais que la pression se sentait pas trop, mais ça me gênait pas trop. Mon personnage a eu suffisamment de pression sur la tête depuis le début. Donc voilà, j'ai pris un très grand plaisir à raconter n'importe quoi et à faire parfois n'importe quoi. Avec la plus grande des naïvetés. J'ai une petite question, Kylian. Le personnage de Rob, c'est toi qui as décidé qu'il était complètement cyclotimide ou il était écrit comme ça? Alors, je me rappelle plus trop, mais il y a un truc où il dit qu'il change d'humeur régulièrement. Et donc, j'en ai traduit que il était... Alors, cyclotimique, il est d'humeur égale. Mais effectivement, je lançais à chaque début de partie un petit dé. Et il était soit positif, soit très négatif, soit triste. Ça dépendait. Et je faisais ma partie comme ça. Et je sais pas si vous avez joué il y a des intrigues personnelles qui sont en plus pour chaque personnage, comme s'il n'y en avait pas assez, évidemment. Et j'ai cru entreapercevoir qu'il y avait celle de Rosa, donc Rob. Alors, moi, je pense que j'ai dû commencer, mais j'ai dû abandonner à un moment donné, quelque part. Je sais plus où. Ouais. En fait, on les a commencés, mais comme tu l'as dit, il y a trop à faire. Et alors, pour moi, c'est pas lié au fait qu'on était en distanciel, parce que je pense pour répondre un peu à Tano, je pense qu'en présentiel, on aurait pu avoir les mêmes difficultés de tout gérer en même temps et de devoir faire des choix qui emportent des conséquences qu'on devra gérer la séance d'après. Je pense que c'est pas forcément lié à la plateforme de jeu, mais d'ailleurs, je félicite tous les MJ. Mais enregistrer aussi, ça induit peut-être. Alors oui, le fait d'enregistrer, ça induit des changements de comportement, des choses qu'on peut... Voilà, mais c'est pas forcément négatif pour le coup, le fait d'enregistrer. Enfin, je trouve pas en tout cas. Ça oblige aussi tout le monde à un peu de roleplay et voilà, et à s'écouter et à bien se partager le temps de parole. Sur les intrigues personnelles, j'ai commencé avec tout le monde des intrigues personnelles. Mais on n'est pas allé beaucoup plus loin parce que, enfin, on a commencé quand même pas mal. Je veux dire, on a fait à peu près un tiers des intrigues personnelles de tout le monde. Mais rapidement, ça devenait difficile parce que un joueur qui est confronté à une intrigue personnelle, il va vouloir la séance d'après la continuer. Et ça veut dire que tout seul, il va aller voir son oncle pour Tarivel, pour Tenorivel qui va aller voir Tarivel. Pour Rob, il va aller voir les statues. Pour le cercle de pierre, et bien Rilke va aller au cercle de pierre. Voilà. Et donc, ça éloignait le PJ du reste du groupe. Et ça, par contre, c'est comme on joue tous ensemble, voilà, et on était diffusés. On ne pouvait pas se permettre que pendant 3 joueurs regardent l'autre se débrouiller tout seul dans son coin. Par contre, on a fait des sessions individuelles où j'ai donné les interludes. Tout à fait, les interludes, où je donne justement l'occasion à chacun, avec une demi-heure seulement, donc c'est un temps court, mais une demi-heure de solo pendant lesquels le joueur va pouvoir, ou la joueuse va pouvoir explorer un pan d'intrigue personnelle ou revenir sur un truc qu'il a vu passer et qu'il veut approfondir tout seul. Voilà, donc ça, on a pu faire, et je trouve que c'était une bonne idée, donc je m'inspire de Kylian qui l'a proposé aux encagés. Et je trouve que ça a eu de bons effets, ces interludes. Ça permettait justement de défrustrer un peu les joueurs qui des fois voyaient ces sujets personnels s'éloigner. Et pour certains, comme Rilke, qui apportait avec eux leur lot de conséquences, parce qu'elle voyait les réfugiés qui se faisaient manipuler, et comme elle devait suivre le groupe et que l'intrigue était tournée autour du dragon et pas des réfugiés, ben, elle perdait de vue. Et quand elle revenait au côté d'intrigue personnelle, elle voyait que le passeur avait continué ses prophéties et son culte sans pouvoir vraiment intervenir. Et pour Rosa, on était allé assez loin, par Rob, on était allé assez loin, puisque en fait, mon créateur me parlait, à un moment donné, me révélait qu'en fait, j'étais pas un magicien capable d'apprendre dans des livres, mais plutôt un enchanteur. Et pour me libérer, parce que ça, j'ai jamais dit au groupe, mais pour me libérer de cette emprise de Brenhaven, où il fallait que je réduise ma magie. Ce que j'avais compris, c'est-à-dire ne pas utiliser ma magie pour surmonter des épreuves.
Et donc c'est à ce moment-là où j'ai abandonné. Parce que Rob sans magie, c'était à peu près avec son bâton et son cure-dent contre le dragon, ça aurait pas été. Donc ouais, non, ça a permis de lancer quelques interludes. Et puis les autres aussi, c'était Tano, je crois qu'on avait suivi un peu, c'était la quête perso. Oh, il y a eu le mariage, il y a eu, c'est vrai que Tarivel, je l'ai un peu négligé pendant un certain temps, jusqu'à la fin où vraiment j'ai essayé de faire un rétropédalage. La relation avec Klaus, je l'ai pas trop vu comme une intrigue personnelle. Voilà. Mais, Non, l'intrigue personnelle de déjà Tano, c'est un peu une des stars quand même, de base. Donc, l'existence des intrigues personnelles permet éventuellement de rééquilibrer des choses. Il y a des personnages qui, de par la manière dont ils sont conçus, les liens qu'ils ont avec des PNJ, des factions, prennent une certaine place, et d'autres moins, ça permet de redonner un peu de substance, un petit peu de remettre un petit peu la lumière sur des personnages qui seraient peut-être moins... voilà. Le personnage de Thanos, c'est notre intrigue personnelle, c'est essayer de récupérer l'épée de sa mère, d'être digne en fait. C'est-à-dire que Klaus et Tarivel conspirent ensemble pour faire passer un certain nombre d'épreuves, ou en tout cas de vérifier que Thanorivel est digne de je ne sais plus quelles 3 qualités typiques de l'ordre de paladin auquel ont participé sa mère. Et pour récupérer son épée, et là vous comprenez pourquoi l'auberge s'appelle l'auberge de l'épée et pas l'auberge des épées. Mais c'est laquelle épée exactement allez lire tout ça pour... En tout cas, Tano, Silas, t'as vraiment bien réussi. Oui. Moi, ce que je me rends surtout compte, c'est que je ne sais toujours rien sur ton personnage. Depuis le début. Lequel Rob? Mais moi non plus. Rob. J'ai échappé plein de plans. Oui, J'avoue. À un moment, vous avez un échange, vous vous inquiétez de la santé mentale de Rob en disant il change chaque jour. Moi, je lisais en fait le fait que il y avait quelqu'un d'autre qui était en train de prendre sa place progressivement, qui fait partie de son intrigue personnelle, mais c'est peut-être pas ça qui se passe. Moi, je suis allé fouiller sa chambre pour aller voir si le grimoire qui cachait sous son matelas était responsable de tout ça. Il a la même idée. J'avoue que l'intrigue personnelle avec Signe, ça m'a donné des occasions de roleplay, mais fantastiques, quoi. Quand Signe était mourante, en danger, pris en otage, c'était que du bonheur, cette intrigue personnelle. Ouais, une des choses que j'ai beaucoup aimé dans cette campagne, alors il y a la campagne telle que tu l'as écrite, et il y a évidemment ce que les joueurs en font. Et parce que c'est eux les héros de l'histoire, et c'est eux qui s'en saisissent et vont dans un sens, dans un autre. Et je trouve que nos joueurs se sont beaucoup donné du jeu entre eux. Et on a une SIG qui s'est retrouvée propulsée sans le vouloir, chef de la résistance, parce que ses compagnons en fait l'ont poussé à prendre ses responsabilités alors qu'elle n'était pas spécialement volontaire à ça. Et Les mini-biches. Oui, c'est le parce qu'elle a récupéré la couronne du roi Serre, et donc comme elle est plus petite, c'est une mini. Et Biche, parce que Serre, Biche, voilà, donc c'est la reine mini Biche. Voilà, tout à fait. Je tiens à dire quand même que c'est Rob le faiseur de destin. C'est lui qui manigance dans l'ombre, c'est l'éminence grise. Mais est-ce comme le que marbre je suis parfait. vraiment que Rob? C'est ça. Oui, c'est la ça. question. On veut le savoir. Enfin. Et donc, dans l'intrigue personnelle, effectivement, de Rob, il y a un grimoire qu'il explore, qui potentiellement est à la fois l'occasion pour lui de découvrir d'où vient sa magie, c'est-à-dire qu'elle vient pas du grimoire du tout, mais qu'elle vient de lui. Ça, on l'a joué. Et une autre chose qu'on n'a pas joué, on n'est pas allé au bout, c'est effectivement, en fait, dans le grimoire se cache une personnalité, une âme, qui va venir petit à petit le bouffer, le changer. Et le grimoire était malsain, ce qui fait que quand tu as décidé de t'en éloigner, Rob, tu as fait finalement une bonne décision sans le savoir,
parce qu'en creusant de plus en plus dans le grimoire, tu allais petit à petit te faire posséder par le créateur du grimoire. Ah, Ouais. Oh, Chaque leçon de magie était en fait pervertie, de manière à ce qu'en fait tu prépares ton esprit, ton corps au fait d'être remplacé par celle qui était stockée dans le grimoire. ok. encore, on a des dires périclés. Et si tu t'en rends compte et que tu évites le problème, tu peux aussi te rendre compte qu'en fait, en comprenant ce qui se passe, tu obtiens les éléments pour aller réveiller les autres statues enchantées de Brenhaven et leur prêter conscience. Et il en a réveillé 2, parce que il est allé dans cette piste-là, profitant justement des interludes, pendant que ses camarades faisaient à droite à gauche, lui il s'est dit tiens, j'ai envie d'allier, et donc il allait chercher des alliés, voilà, et il a réveillé 2 personnalités. Après coup, une fois qu'il a réveillé ces 2 personnalités, il s'est dit non, je vais arrêter d'en réveiller parce que j'ai l'impression qu'ils sont ingérables l'un et l'autre. Ouais, c'est comme Et des là, gosses. pour le coup- C'était plus un problème qu'une solution. Exactement. Là, je me suis fait plaisir parce que les alliés en question étaient très puissants. Après, c'était les règles. J'ai appliqué les personnages tels qu'ils étaient écrits par les règles. Mais les alliés étaient très puissants et donc du coup, je les ai rendus assez instables. C'est-à-dire qu'il a réveillé le Negizilus, qui est la statue qui se trouve dans la Sylve, qui s'est retrouvé être en fait un gigantesque Ça tire, On ça dit tire, Ça ça tire. tire, oui. Ça tire, ouais. satire inarrêtable, mais charmant quand même. Voilà. Mais complètement voilà, inarrêtable. Et la deuxième, c'est Berengaria, la statue qui protège l'église de la flamme, qui s'est révélée être une paladine, en tout cas complètement dévoyée à la flamme et qui voulait brûler tout ce qui passait, etc. Ce qui me servait à pousser le groupe des fois à agir. Parce que comme tu l'as dit, une des difficultés, on parlait de ça et je reviens sur la question de l'initiative, une des difficultés de faire pleuvoir même sur les PJ tout un tas de mauvaises nouvelles. Tiens, il y a telle faction qui se développe, pendant que vous êtes en train de vous occuper d'elle, et ben d'autres factions continuent de se développer et vous attendent pas, etc. Et donc, en fait, tombe, et c'est pour ça la campagne est très bien faite, tombe tout un tas de mauvaises nouvelles. Au bout d'un moment, ça pousse à la passivité, en disant, de toute façon, à quoi bon voilà. Donc il y a des moments où j'ai moi utilisé cet artifice-là, soit en trouvant des nouveaux alliés, comme les naines par exemple, qui ne sont pas prévus dans la campagne, qui sont venus montrer que la résistance était prête, n'attendait qu'un leader, histoire de dire, bon, on t'attend, tu peux jouer avec nous, et donc tu as des possibilités d'agir. Les statues, c'était aussi des alliés, ils sont là, ils disent, bon, bah nous on est là. Mathéus Maguiré, le mage caché dans sa tour, était aussi une occasion de dire en fait il y a de la magie, il y a des choses qui se passent et je suis prêt à t'aider. Donc à chaque fois j'ai proposé quand même de l'aide et les PJ s'en saisissaient ou pas. Mais ça contrebalançait un peu, ne serait-ce que pour donner un peu d'espoir, parce que les factions elles agissent et ça c'est notre façon de le jouer. J'ai réaccéléré le calendrier. Normalement le calendrier était prévu sur 2 mois. 2 mois de roleplay, de nouvelles qui tombaient une par semaine. Mais en fait, je me suis bien rendu compte que sur notre façon de gérer le temps, il fallait donner du dynamisme à la partie et qu'on ne pouvait pas gérer le temps long. Déjà parce que ça passe pas bien en AP, en actual play ça passe pas bien, et aussi parce que les joueurs avaient quand même pas mal de choses à faire et voulaient agir. Ou alors je voulais pas leur donner ces 30 se reposer sur le laurier, donc en fait on a accéléré le calendrier pour le jouer à peu près en un mois et 2 semaines. Voilà, on a quand même ramassé un peu le calendrier, mais ce qui fait qu'il fallait quand même donner des opportunités. Voilà. D'où ces bras tendus que proposaient des PNJ. Tarivel qui dit oh mon neveu tu m'oublies pas et autres. Voilà. Ce qui est certain, c'est que si les joueurs prennent pas l'initiative, si les personnages décident pas ce genre de choses, les choses se font sans eux. Aucun problème. Personne n'attend quoi que ce soit d'eux. Ceux qui veulent prendre le pouvoir se sont organisés pour. Alors, vous l'avez pas vu, mais Carmichael au premier chef, qui derrière son apparence de collaborateur de première voulait monter un groupe de résistance. Pareil. Ah, on savait pas ça. Voilà.
Mais vous avez pas rêvé, puisqu'on est parti en prison tout de suite, donc c'était mort. Ouais. On l'a éliminé. C'est pas grave. On l'a éliminé. C'est pas grave, parce que en fait, c'est conçu pour qu'il y ait toujours 3-4 personnages. Il y a 3-4 grands méchants en fait dans cette histoire. Et qui est le vrai grand méchant de votre histoire? C'est celui qui reste à la fin. Et donc on peut se permettre d'éliminer un nécromant à la deuxième séance, de faire emprisonner Carmichael à la première, etc. C'est pas grave, il y a de l'opposition, ça manque pas. Et donc c'est conçu pour que il y a personne qui vienne sauver les joueurs ni la ville en fait. Et le piège, ça serait de croire que certains mouvements de résistance, comme les Ifriers, pourraient prendre pour des espèces de gentils Robins des Bois au départ. Faut rien attendre d'eux en fait, parce que ce sont les pires. Des Et coups. que pour ne plus être pris dans le jeu des factions, il faut devenir une faction. Vous n'avez peut-être pas beaucoup vu parce que vous n'avez pas beaucoup fait l'arc résistance, mais une grosse partie de l'arc résistance consiste à transformer l'auberge de l'épée en faction militaire. Il y a un système pour le MJ pour gérer ça. Il a des jauges de prospérité pour jouer la guerre des auberges. Puis à un moment, en fait, ça se transforme parce que l'auberge, l'activité économique, devient au service d'une activité clandestine qui vise à prendre le pouvoir. Et on cherche des alliés, on cherche des armes, on cherche des caches, on entraîne les gens, on cherche des moyens magiques, etc. de manière à progresser pour que, une fois la bataille finale terminée, on ait de quoi finir premier. On a essayé vaguement une alliance avec les Ifriers, mais quand on a vu qu'ils avaient à leur tête des druides nécromants avec des ours morlima, on les a vite rangés dans la catégorie des pourris. Bien. Et ce que tu dis, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, évidemment, tu le sais, c'est toi qui l'as écrit, mais ça s'est très vite senti du côté des joueurs. Quand ils cherchaient des alliances à droite, à gauche, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'en fait, tout était mouvement, mais certainement pas de leur côté. Et ils ont fini par dire, mais en fait, il n'y a pas de gentils dans cette ville. C'est vraiment nous. C'est nous ou personne. En fait, on pourrait croire que c'est une campagne de fantasy, mais non, en fait. Il y a une partie de la fantasy qui n'y est pas. Dans la fantasy, il y a les gentils et les méchants. Non, il n'y a aucun gentil, il n'y a aucun méchant, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un peu le bordel comme dans la vraie vie, entre guillemets. C'était très intéressant d'ailleurs. Il y a donné rue des... Oui, c'était vraiment sympa. Tout à fait. Il y a pas de... Alors, évidemment, le nécromant qui est à la tête des... le vieux chenu qui est à la tête Ragnal, lui, il fait vraiment figure de grand méchant parce qu'il fait de la nécromancie. Mais il veut aussi lutter contre les elfes. Et donc, il fait un candidat potentiel. Les elfes, bon, on se dit au bout d'un moment, tiens, parce qu'ils ont commencé à discuter avec une arène des Halles qu'ils ont capturée, on ne veut pas savoir trop comment. Mais ils ont commencé à discuter avec une arène des Halles et ils se sont dit, tiens, les elfes, pourquoi pas? En fait, c'est aussi des gentils, ils veulent se sauver eux-mêmes. Et Brenhaven, c'est un dommage collatéral, on va essayer de les... Mais en fait, non, parce qu'au final, les elfes sont dirigés par Anu Laurier, qui, elle, est ambitieuse et peu importe les alliances, elle est prête à les écraser. Donc en fait, à chaque fois qu'ils vont se retourner vers une faction, et c'est pour ça que la vieille garde attendait, parce que Carmichael étant parti emprisonné, la faction se retrouvait sans leader, et donc ça donnait c'est comme ça qu'on a joué, nous, le fait que c'est créé la faction des PJ, c'est que la vieille garde, en fait, disent, bon bah ok, on est prêt, on nous a préparé pour, maintenant on vous attend, quoi. Voilà. D'où Sig qui prend la tête de Parcélia avec la vieille garde et le statut qu'elle avait. On l'a un peu poussé quand même, hein, mais oui. Oui, je comprends d'où ça vient. Moi, donc, j'ai trouvé aussi, de mon point de vue, que les arcs étaient bien construits parce que, effectivement, il y a plein de méchants. Et donc, le MJ peut puiser, ou les joueurs, d'ailleurs, comme tu l'as dit, hein, suivant comment ils s'intéressent, peuvent puiser parmi le panel, choisir leur ennemi, en fait. Celui qui va, choisir, en tout cas, se diriger vers lui.
Pour le coup, dans notre campagne, le roi cerf, c'est un dommage collatéral. Mais dans d'autres campagnes, je sais qu'il a été le roi cerf et le vieux chenu ont été les grands ennemis qu'il fallait abattre. Voilà. Dans d'autres cas, Carmichael a réussi à racheter l'auberge de l'épée et en chasser les PJ. Donc, tout ça pour dire que chaque campagne est, je trouve, en tout cas quand j'en lis les retours, elle est différente. Et ce que vraiment j'adore, et pour moi c'est le signe d'une très belle écriture, c'est toutes ces fins qui sont possibles. J'avais prévenu les PJ, et je n'en parle parce qu'ils pourront le lire, qu'en fait l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Et ça c'est ça c'est très très fort, parce que il y a plein de fins possibles, on se croit dans Baldur's Gate et autres jeux multiples embranchements dont toutes les fins sont prévues. Là de nouveau on a plein de possibilités suivant vers qui les joueurs vont s'allier, même temporairement, et qui à la fin a des chances de ne pas avoir été évincé. Il y a un signe de ça qui est très agréable, c'est qu'il y a beaucoup de comptes rendus de parties. Et qui donne... je pense que si c'était toujours la même partie, les gens n'écriraient pas des comptes rendus de parties. Je sais plus, il doit y en avoir une dizaine en tout. Je les ai pas tous référencés parce qu'il y en a plein, je les ai pas tous lus non plus. Ah bah j'ai pris des notes, sauf pour la toute dernière, on était tellement dans le moment épique du combat final où j'ai pas pris de notes, mais j'ai pris des notes sur chaque séance. Si tu veux exporter le fichier, envoyer. On pourra effectivement, je l'ai dit, il y a une forte communauté de MJ autour de Pax Elfica, parce que je pense que c'est une campagne qui est complètement réutilisable de nombreuses fois. On pourrait la refaire jouer sans se lasser, parce que, encore une fois, la composition du groupe, les choix dès le début vont orienter la campagne dans un sens qui n'aura pas été celui précédent. Et donc, les gens qui vont jouer surtout la guerre des auberges, par exemple. Alors, nous, à notre table, c'est souvent un des arcs qui est le plus abandonné. D'ailleurs, j'ai un de mes joueurs, fin de la première partie, quand je le fais jouer, il dit mais en fait, on va jouer à la dinette pendant toute la campagne. J'ai dit non, t'inquiète pas, il va se passer autre chose. Mais c'est vrai que je comprends que tu as l'impression qu'au départ, il n'y a que ça. Alors, c'est un retour aussi qu'on a eu en débriefing de séance en disant attends, tu nous as vendu un jeu épique, là on est en train de compter les légumes, non quoi, ça marche pas. Et derrière, évidemment, dans cette guerre des auberges, il y a des actes qui vont mener à de la résistance, parce que on gagne de la prospérité, comme tu l'as dit, et ensuite on fabrique notre propre faction. Mais rapidement, c'est pour ça que j'ai profité de l'occasion, parce qu'il a quand même été vachement balancé par le groupe, d'évincer Carmichael du plateau, pour sortir de cet aspect un peu gestion et privilégier plutôt des actions que de la gestion. Et le cambriolage de Thanos nous a bien aidé sur l'aspect ressources financières aussi. Ouais, tout à fait. J'ai quelques questions, Claude, si tu veux bien, pour terminer ce moment débriefing de Pax Elfica. Déjà, comment t'es venue l'idée de Pax Elfica ? En fait, au début, c'était pas quelque chose qui devait être publié, c'était des campagnes pour des copains. Et j'étais parti sur un truc trop compliqué. Je voulais faire une campagne à deux époques différentes, le même univers, deux époques différentes, et des personnages dans une première époque où ils jouent des gens à un niveau politique très élevé, le cabinet noir de la reine. Et puis à dans l'autre campagne, pour jouer sur une asymétrie, des gens qui travaillent dans une auberge, par exemple. Et jouer un scénario dans l'un, un scénario dans l'autre, mais faire en sorte qu'ils ne puissent pas deviner comment aller se terminer le premier en vivant le deuxième. Et ça n'a pas marché, bizarrement. Et en fait, ça s'est vite écroulé. Et en fait, j'en ai fait deux campagnes complètement séparées, que j'ai jouées indépendamment. Et donc sur Pax Elfica, je partais de cette idée on a notre auberge et on travaille dedans. Il y a un roman qui m'avait marqué de Tim Powers qui s'appelle Le Chevalier de la Brune,
qui parle d'une auberge sous laquelle il y a un héros. Alors je sais plus, je suis sûr que c'est lié au roi Arthur, etc. Mais qui pouvait donner des propriétés magiques à la bière qui était faite là-bas. Donc voilà, j'ai une partie qui vient de là. Il y a un côté aussi un peu Firefly, je connaissais la série. Oui. Dans la série, voilà, dans la série, on a un groupe de personnages complémentaires qui ont tous eu une vie avant, mais qui se sont rangés des voitures pour essayer de vivre comme ils peuvent. Voilà, avec un univers hostile autour d'eux. Et quelque part, là, l'auberge, c'était une espèce de vaisseau immobile dans cette idée-là. Transposition de ça. Et puis voilà, puis enfin, bien sûr, il y a des choses qui sont connectées. Ça fait très très longtemps que j'avais cette idée d'elfes qui pipotaient, c'est-à-dire que leur jeunesse éternelle n'était qu'un masque, une illusion en fait, auquel ils avaient appris eux-mêmes à croire. Et donc voilà, ça a fini par donner ce que vous avez vu. C'était d'ailleurs au passage je me souviens encore de la belle découverte de quoi? Ils ont un collier, quand tu l'enlèves, ils sont tout vieux. Mais On s'est demandé si c'était pas des gobelins ou des orques. Hein. tout à fait. Ils se cachaient sous ces colliers. C'est ça. Comment est-ce que comment est-ce que tu as réussi? Alors là, c'est le MJ qui parle parce que vraiment, c'est une campagne que je trouve très bien écrite. Comment tu t'es posé pour te dire, tiens, on va faire une fiche par lieu, une fiche par faction, une fiche par PNJ principal. On va faire et 4 arcs séparés avec un guide au passage que mes joueurs ont vraiment bien potassé. Bien. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de lancer la campagne. Hein. Sans ça, je pense que les joueurs sont vraiment trop à la ramasse. Comment tu t'es structuré? Parce que la campagne, je pense que c'était un bijou. Elle est reçue plein de... Au début, c'était pas fait pour être publié, donc je n'ai pas sorti des fichiers Word. Donc j'avais un logiciel de prise de notes qui s'appelait Evernote, et on pouvait structurer facilement. C'est plus simple d'ailleurs de structurer par lieu, par PNJ, etc. Parce que quand j'écris, en général, je ne sais pas écrire un PNJ de A à Z. J'ai une première idée, je ne sais pas trop ce qui va se passer, puis je passe sur un lieu, j'en ai une autre, etc. Puis je reviens. Et la deuxième fois, je fais, ah oui, tiens, on va rajouter ça, puis on va connecter à ceci. Donc c'est quelque chose un peu pointilliste, quoi. C'est comme si j'avais un tableau, et j'écrivais, je mettais des points un peu comme ça, et puis il n'y a qu'à la fin qu'on commence à voir que ça fait quelque chose, ou pas d'ailleurs. Ça ne marche pas toujours. Le premier auteur de jeu de rôle impressionniste. C'est ça. Et j'étais bien embêté pour mettre ça dans un livre. C'était un vrai problème pour moi. Parce que un lieu, il fallait que je le mette dans un arc. Le livre, finalement, était structuré comme ça. 4 arcs. Et dans les arcs, il y avait l'enjeu narratif principal, les PNJ, les lieux et les scènes. Des bribes de scènes ou des scènes plus détaillées. Mais parfois, c'est plus ou moins arbitraire de dire sur tel PNJ, je le mets dans tel arc, mais il travaille aussi dans tel autre. Alors comment je fais? Voilà. Je suis assez frustré par la matière linéaire qu'est le livre aujourd'hui. Mais on peut chercher d'autres choses. Pour l'instant, il n'y a que ça qui marche. Oh, ceci dit, avec le PDF, la recherche rapide, les signets, et même le Foundry qui est bien alimenté maintenant de la campagne. Enfin, c'est vraiment des outils bien pratiques, je te le dis, parce que c'est... Ouais, mais je pense que c'est le... Pas dans quelle mesure on dit que tant qu'on n'a qu'un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Si un scénario de jeu de rôle, c'est un livre où on lit du début à la fin, ben, j'ai l'impression que ça induit la linéarité. Alors que si on le construit autrement, ben, la non-linéarité n'est plus un problème, elle est de base en fait. C'est la linéarité qu'on ne saurait pas remettre dans le système si c'était un simple graphe de notes. Et alors... Je suis préoccupé de ça, donc on changera pas ça. Et alors, du coup, ma dernière question, il y a une suite prévue? Alors, il y a différentes choses. Et ça a été annoncé. Il y a une première chose qui est pas du jeu de rôle, c'est qu'il y a un roman. Il y a un roman Pax Elfica qui s'appelle Le Lanternier,
se passe juste avant. C'est quelques jours avant. Et c'est coédité par Nemos et les 12 singes. Et c'est écrit par Pierre Grimbert, qui a écrit Le secret de J. Je l'ai lu, c'est super. Ça sort le 10 avril. Et c'est fait de telle manière que vous pouvez le donner à vos joueurs. C'est-à-dire MJ, je peux te le lire pour lui, et peut le passer aux joueurs. Vous avez eu un guide du joueur, bah, imaginez, vous pouvez avoir un roman complet. Et dans le roman, bah, du coup, on se balade dans les quartiers, on découvre les personnages, on a des interactions avec des infaillités, on voit comment ça marche, on voit comment nous traite un elfe inquisiteur, on voit qu'est-ce que c'est que de se dire, tiens, mais je suis un personnage ordinaire, un lanternier, vous savez, ceux qui allument les salamandres. Et bah, qu'est-ce qui fait que je vais basculer dans une action clandestine, prendre des risques pour moi, pour mes proches, et comment je m'en sors. Et tout ça sans que ça ait d'impact. Enfin, il se passe plein de choses, et pour autant ça n'a pas d'impact sur la campagne telle qu'elle est écrite. On a travaillé avec Pierre pour que ça se passe comme ça, c'était vraiment très 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 chouette. Et donc ça c'est très bientôt. Il va y avoir autre chose. Je ne dis pas plus pour le moment, parce que ce n'est pas annoncé par les gens concernés. Je laisse ceux qui sont concernés gérer la communication. Ce ne sera pas de jeu de rôle, mais une autre déclinaison de Pax Elfica sur un autre média. Et puis juste avant que je me connecte, j'étais sur mes notes. J'utilise plus Evernote, j'utilise Obsidian, mais peu importe, je suis toujours sur cette logique de choses émergentes pour faire... refaire un jeu de rôle dans l'univers de Pax Elfica. Alors pas une suite au sens où on va pas prendre les mêmes personnages et rejouer. C'est pas, là vous avez joué niveau 1 à 7, je vous fais pas la campagne 8 à 15, déjà parce que il y a trop de fins, donc je sais pas sur quoi démarrer. Et puis c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Là l'idée, je sais pas si je vais y arriver, et ça va Pax Elfica, j'ai mis 7 ans. Donc là, ça fait les quelques mois que j'ai commencé cette version-là. Donc, je ne pas pressé. Et je ne sais pas si ça sortira. Et je ne sais pas si ça aura cette forme-là. Mais l'idée, c'est de jouer les elfes et de les jouer dans la durée. Voilà. Affronter tous les âges du monde. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est un elfe? Comment retranscrire cette expérience sans avoir 100 ans de jeu devant soi? Voilà. On verra ce que ça donnera. Peut-être vous faire d'actual play dans 15 ans. Mais ne nous mets pas au défi, parce que il va falloir un collier de glamour, moi. Au bout d'un moment. Très heureuse de pouvoir le relever, ce défi. Eh ben, je vais conclure. En te remerciant Claude déjà de ta venue pour venir parachever cette campagne que bon pour ma part je l'ai déjà entendu, enfin j'ai déjà dit, mais je conseille à tous ceux qui nous regardent alors de vivre peut-être pas, parce que du coup vous se serez pas mal spoilé ce qui se passe dedans, mais par contre encore que ceux qui l'ont déjà lu voient les parties que je n'ai pas fait jouer, et il y aurait de quoi faire encore une campagne entière. Mais voilà, je te remercie pour autant d'être venu, de répondre à notre question et partager avec nous quelques sentiments sur la campagne. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir passé tant de temps dans cet univers, et ça fait très plaisir de voir que vous y êtes amusé. On s'y est bien amusé, et je te dis, on part de cet univers avec regret. Je remercie ceux qui nous suivent, ceux qui nous ont suivis chaque semaine, enfin tous les 15 jours, sur Time to Roll, et qui veulent savoir comment se terminent nos aventures, comment nos héros vont s'en sortir. Et donc voilà, ça fait plaisir de les voir chaque semaine, toujours nombreux, à partager les aventures avec nous. Donc voilà, donc on est très content de voir qu'il y a des gens qui veulent savoir comment ça se termine, comme nous. Voilà. Voilà, et je termine en remerciant beaucoup mes joueurs et mes joueuses pour leur fidélité, parce qu'à des moments c'était pas simple,
de se dire est-ce que je continue, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, parce que l'actual play c'est pas une simple partie sur table, et ça demande de gérer ses propres émotions, de ne pas forcément comment dire, c'est un jeu particulier, et voilà, ça a été un vrai plaisir que de vous faire jouer, mesdames, messieurs. Voilà, j'ai beaucoup aimé les émotions que vous avez mis dans la campagne. C'était une campagne effectivement tout en nuances, et vos personnages étaient aussi en nuances, et ça personnellement j'ai beaucoup aimé, parce que vous me surpreniez autant que la campagne vous surprenait, et donc ça a été pour moi rafraîchissant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois en démarrage de partie. Je ne sais pas du tout où nous allons. Donc voilà, c'était pour moi un plaisir, les rendez-vous du mercredi. Voilà, et j'espère que nous aurons l'occasion de vivre de nouvelles aventures, peut-être pas tout de suite dans l'univers de Paxelfica, mais en tout cas c'était un plaisir. Voilà. Et je vous remercie. Un petit mot de la fin pour nos viewers, et puis après on continuera juste entre nous. Un petit mot de la fin, quelqu'un souhaite faire un salut? Moi, je tenais à te remercier, Orion, pour tous les ajouts, les rajouts que tu as fait à la campagne, les nombreuses cartes que tu as créées, les battle maps, les personnages que tu as dû passer des heures à chercher à gauche à droite, la qualité des portraits. Moi, j'ai vraiment apprécié tous les portraits des PNJ que tu nous as donnés. Ça a souvent orienté les réactions de mon personnage, étrangement. Il est tombé amoureux de toutes les demoiselles que tu faisais rentrer dans l'auberge. Mais voilà, en tout cas, voilà, un grand merci à toi. On t'a pas facilité la tâche, du moins de temps en temps. Voilà, il y a eu des... Mais bon, c'était quand même très intéressant. Et je voulais remercier aussi mes amis, désormais, mes comparses. Voilà, je ne connaissais pas avant. Et ça fait un grand plaisir pour moi de vous découvrir Time to Roll. Et c'était mon premier actual play. Voilà, je tenais à le signaler. Eh bien, pareil, grand merci à Orion pour tout le travail gargantuesque qu'il a mis dans cette campagne. Et merci aussi à tous mes co-joueurs. Ça a été un vrai plaisir d'interagir, de faire du roleplay, ce qui n'est pas souvent facile en partie en distanciel. Souvent, les gens privilégient l'action, la technique de jeu et ne prennent pas le temps de faire du roleplay. Là, on l'a pris et c'était que du bonheur. Puis, c'était aussi l'occasion de nouer les amitiés. Donc, c'est pour moi aussi une des choses importantes dans le jeu de rôle. C'est que c'est quelque chose qui met les gens en relation, c'est quelque chose de convivial. Et pouvoir nouer des amitiés, ça va de pair avec le rôle. Donc, ça a été fantastique aussi. Votre gentillesse à tous. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver un jour autour d'une table virtuelle, peut-être pour des one-shots, que des grandes campagnes, mais ça me ferait un grand plaisir de tous vous retrouver. Pour moi, plaisir partagé, hein, évidemment. Merci à tous pour cette super aventure. Très très content d'avoir joué avec vous. Vraiment. C'est vraiment un plaisir. Allez, dernier mot. Alors, un bon auteur, un bon scénar, un MJ qui se décarcasse, parce qu'il est décarcassé, des bons rôlistes, des bons joueuses et joueurs. Ça s'appelle du bon jeu de rôle. Eh bien, merci et à bientôt à tous.